bien du monde, je suis bien content. Donc je vais faire une prise de parole au nom de la CGT Hydro Nerpic Grenoble. Nerpic, c'est le seul nom qui a jamais changé en 100 ans. On y tient et on va se battre pour qu'il continue. Donc cette prise de parole est au nom de la CGT Nerpic, l'entreprise Générale Hydro Électrique France. J'espère que je ne vais pas trop vous saouler, je vais essayer d'aller vite, mais il faut expliquer un peu les choses, parce que le gros souci qu'on a en ce moment, c'est qu'on n'est pas médiatisé. Nombreux citoyens, notamment, ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc j'ai quand même ça va prendre 5 minutes, j'espère pas plus. Moi j'en ai déjà bouffé 2, mais bon. L'établissement de Grenoble, ex-Nerpic, a été créé en 1917. Ce fleuron industriel, ayant le plus grand nombre de turbines hydrauliques installées au monde, est touché de plein fouet par un 13e plan de saccage de l'emploi. La suppression de 345 postes sur 800 a été annoncée la veille des grandes vacances, début juillet 2017. Notre organisation syndicale n'a cessé depuis de nombreux mois et années d'alerter dans les diverses instances représentatives du personnel, celles qui ont bien modifié, des dérives de gestion, d'organisation du travail et des mauvais choix industriels de l'ensemble de l'activité hydro. Ce dossier a commencé par la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric, vente finalisée en novembre 2015. Pour comprendre l'ampleur politique de celui-ci, il faut rappeler que les négociateurs avaient pour nom Patrick Cron, ex-PDG du groupe Alstom et très grand ami de Nicolas Sarkozy, Jérôme Pécresse, ex-PDG du secteur renouvelable d'Alstom et époux de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, Madame Clara Guémard, épouse de Hervé Guémard, ex-ministre de l'économie, qui était directrice de General Electric Hydro France. La vente a été finalisée par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. La CGT avait vu juste en écrivant 6 mois avant la vente et après avoir appris quelques mois auparavant dans les médias la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Nous écrivions dans un tract le 30 juillet 2015. General Electric ne conserve que les entreprises grosses génératrices de bénéfices. C'est pourquoi elle s'est séparée, voilà 7 ans, de son activité hydro. General Electric a vendu il y a 10 ans son activité hydro à Andritz. Ils sont notre principal concurrent. Ils sont depuis en consortium sur certains projets et en concurrence directe avec Alstom Hydro. General Electric a d'ores et déjà annoncé, il y a 2 ans, son souhait de sortir de l'activité hydro en septembre 2018. Alstom dispose d'une option de vente à General Electric de ses parts dans la coentreprise à partir du 1er septembre 2018 avec un rendement garanti minimal de 3% par an. Le nouveau groupe Alstom, à l'époque on disait qu'il ne sera que l'actuel transport, aura un fort besoin de liquidité et vendra assurément ses parts au rendement garanti. General Electric n'a jamais souhaité avoir une branche hydraulique dans sa branche renouvelable et n'a pris ce secteur que par imposition dans l'achat de la globalité de la branche énergie d'Alstom. Lors de la vente de cette branche, Jérôme Pécresse a vendu l'activité hydro à General Electric le double de sa valeur. Toutefois, à ce jour, ce même monsieur Pécresse est le responsable du secteur renouvelable de General Electric. Comment justifier de garder une personne à la tête de ce secteur alors qu'il venait de rouler General Electric? Sûrement que l'avenir d'Hydro était déjà bien ficelé. Effectivement, cela a semble-t-il été très orchestré et ce projet de casse de l'entreprise était, nous le savons, dans les cartons depuis tout longtemps. Dès janvier 2015, il y a eu un gel des embauches. Cela s'est traduit concrètement par le non-remplacement des départs, démissions, retraites et de fait par l'accroissement de la charge de travail des personnes restantes dans le service. La conséquence directe fut de très nombreux arrêts maladie ainsi que la multiplication des démissions et ruptures conventionnelles.
La surcharge et la dégradation des conditions de travail ont abouti à une enquête sociale sur la santé des salariés, enquête diligentée par le CHSCT, celui-là même qui doit être supprimé. Les résultats ont été très alarmants. La situation financière dégradée de notre entreprise est principalement due au rachat par General Electric. Des gros contrats sont sortis des comptes de l'entreprise, plombant de fait le chiffre d'affaires, car ces derniers étaient dans des pays blacklistés par les États-Unis d'Amérique, comme le sont le Soudan et l'Iran par exemple. La direction ne cesse d'annoncer que nous sommes heureusement à présent General Electric, car ce grand groupe va recapitaliser l'entreprise, alors que la source de nos maux est que nous ayons été rachetés par celui-ci. La situation financière d'Hydro ne surprend aucunement notre organisation syndicale, tout comme une grande partie des salariés. Celle-ci est la conséquence des orientations non stratégiques prises ces 2 dernières années, notamment. Parce que c'était déjà le cas avant. Dès la création de la co-entreprise General Electric Alstom, de nombreux directeurs ont été mis en place, directeurs ne connaissant aucunement ce secteur d'activité, voulant notamment appliquer le fameux Lean à tous les niveaux, alors que cette activité est du prototype et ne s'y prête pas. Les schémas industriels incohérents, ne répondant qu'à une logique purement financière, qui s'appuie sur des chiffres dans un tableur, ont obligé le rapatriement dans les ateliers de Grenoble de nombreuses pièces non conformes des pays dits à bas coût, explosant les délais, engendrant des désorganisations et de fortes pénalités, ne pouvant que plomber les comptes, schéma industriel faisant grand mal au chantier et conduisant au non-respect des engagements pris par Hydro envers ses clients. Plus de 10% du personnel en une année, en 2016, a démissionné ou a été motivé à le faire, et motivé aussi à faire des ruptures conventionnelles, sans jamais que la direction n'exprime une quelconque inquiétude relative aux pertes de connaissances. Effectivement, c'est bien souvent les meilleurs qui partent. Les surcharges de travail touchent tous les services, sans que la direction n'essaye d'y remédier. Des annonces sont faites de supprimer des postes clés comme en mécanique, ceux qui font les roues, de plusieurs centaines de tonnes, ainsi que des pans entiers de services, comme pour le secteur clé du montage des turbines sur chantier. Depuis de nombreux mois, les salariés sont déstabilisés par la mise en place de nouvelles procédures, nouveaux logiciels, que chacun s'accorde à dire qu'ils ne sont en aucune façon adaptés à l'activité. L'activité des turbines hydrauliques est une activité d'expertise, une activité primordiale dans la parc énergétique. La première énergie renouvelable et stockable, une énergie propre, sûre, pas chère. Le site de Grenoble, le site de Nerpic, a 100 ans d'existence. Il est comme le sont les sites de Belfort et Boulogne, mondialement connu et reconnu pour l'expertise en ingénierie, en recherche et développement, en fabrication, en montage, en maintenance, en achat et logistique. Oui, mais GE ne veut que des sociétés fabriquant des produits de série à faible risque et à forte marge, ce qui n'est pas le cas du business Hydro qui opère sur des cycles longs de 3 à 7, 10 ans et sur des prototypes. Nous sommes une co-entreprise, pour vous expliquer le fond du truc où ça va très loin. Nous sommes une co-entreprise 50-50 Alstom General Electric. General Electric ayant une part supplémentaire pour être majoritaire et pouvoir gérer l'entreprise. Cette co-entreprise a été imposée par l'État, le secteur des énergies renouvelables étant considéré comme stratégique pour le pays. L'État a un rôle crucial à jouer dans ce dossier, dont il a été partie prenante dès l'origine de la vente d'Alstom Énergie à General Electric. En tant qu'actionnaire, l'État gérant les 29% des parts de Bouygues dans Alstom, en tant que coordonnateur de la politique de transition énergétique, en tant que client, EDF étant l'un des principaux clients de l'entreprise. La majorité des salariés sont mobilisés pour que ne soit pas remise en cause leur activité, l'expertise de leur métier, pour œuvrer à ce qu'enfin de vrais industriels soient de nouveau convaincus de l'avenir de cette formidable ressource énergétique, pour qu'enfin de vrais industriels œuvrent avec les salariés au développement et à la pérennité de cette activité qui ne peut être assimilée qu'à un unique produit financier.
C'est pourquoi les salariés, par l'intermédiaire des organisations syndicales, ont proposé à la direction un vrai accord de méthode hier. Donc on est en intersyndical, elle tient, on arrive à discuter, on fait des choses. Aujourd'hui on a fait une belle manif, tout le monde en est convaincu, tout le monde le sait. Je vois la majorité encore présente ici de l'entreprise, c'est des jeunes. C'est beau à voir, ils n'ont pas envie de lâcher, on fait quelque chose de beau, ils ont envie de continuer. Les grandes lignes du projet d'accord qu'on a donné hier, c'est suspendre le plan social, faire des groupes de travail pour enfin écouter les salariés. Depuis de nombreuses années, ils disent que l'organisation ne va pas. On est d'accord avec la direction, il faut organiser. Mais avançons avec les salariés, et là, ils ont l'air, les salariés sont derrière, on va avancer. Donc je voulais rappeler, juste faire le lien avec le 12, la réunion, le rassemblement d'aujourd'hui. Notre procédure a débuté au mois de juillet. Ouf qu'elle n'ait pas débuté au mois d'octobre. Parce que là, effectivement, on nous parle de ceux qui nous ont mis un peu dans le caca, excusez-moi de l'expression, c'est au niveau monde, au niveau Europe, mais d'Hydro-France, non. Si ça passe les ordonnances, demain, on regardera Calstom Hydro-France, on nous a plombé les comptes, et là, on aura tout faux, on n'aura plus d'instance représentative du personnel en tant que tel. Aujourd'hui, les CHSCT se donnent à fond, les DP se donnent à fond, les CE, le CCE se donnent à fond, tout le monde est impliqué. Donc là, enfin, on rentre dans le mouvement, j'espère qu'on va être médiatisé, j'espère qu'on va parler de nous, que tout le monde va s'intéresser au truc, parce que là, c'est l'avenir de tout le monde. Comme on l'a mis sur l'affiche, tout le monde est concerné, tous les citoyens sont concernés. Alors je vais juste finir par un petit truc, hein. Ouais. Donc ni feignant, ni cynique, ni extrême. Nous sommes des grands professionnels, experts dans notre domaine, réalistes, responsables et surtout motivés. Merci à tous, à très bientôt. Voilà pour la FSU. La FSU Isère a participé à toutes les actions intersyndicales contre la loi El Khomri en 2016. Un an après sa mise en application, la première urgence du nouveau gouvernement est d'en remettre une couche dans la précarisation des salariés. La théorie selon laquelle une baisse du niveau de protection de l'emploi permettrait de... Ouais. Ouais, excuse-moi. La théorie selon laquelle... Bah oui. La théorie selon laquelle une baisse du niveau de protection de l'emploi permettrait de faire baisser le chômage n'a jamais été démontrée. Mieux que cela, l'OCDE, c'est pas vraiment réputé pour être un repère de gauchistes. L'OCDE se réjouit que la protection de l'emploi diminue dans de nombreux pays, mais elle constate qu'aucun effet sur le niveau de chômage ne peut pour autant en être inféré. Les plus éclairés de leurs experts arrivent même à penser que c'est le contraire. On aurait pu s'en douter, la précarisation des populations a plutôt des effets négatifs sur le carnet de commandes des entreprises. Macron et son gouvernement sont-ils aveuglés par leur idéologie ou pratiquent-ils tout simplement la lutte des classes? La réponse est évidemment à trouver dans le mépris de classe dont notre président est coutumier. Je ne décortiquerai pas pour vous les ordonnances, d'autres sauront mieux le faire que moi. Ce qui est clair, c'est qu'aucune des mesures qu'elle prévoit n'est favorable aux salariés. Toutes sont lourdes de danger. La fusion des instances dans l'entreprise peut paraître sans grande conséquence. En fait, elle fragilise le CHSCT et elle modifie la représentation des personnels. Le danger existe qu'elle fasse reposer le travail syndical sur un petit nombre de personnes qui risquent de devenir des experts, coupés de la base et des réalités du travail au quotidien. Cette conception du syndicalisme est à l'opposé de celle de la FSU. Et on peut évidemment se douter qu'après que ça soit été fait dans le privé, on vienne en faire autant dans le public. La politique de Macron se retrouve dans les attaques portées aux fonctionnaires et aux services publics. Blocage du point d'indice, augmentation de la CSG, réinstauration de la journée de carence, volonté de revenir sur quelques avancées du PPCR et de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. La suppression brutale
de très nombreux contrats aidés se fait au mépris des personnels concernés, qui sont souvent les plus précaires, et laissent les missions qu'ils effectuaient non assurées. Sur ce dernier point, rappelons que notre revendication est la création des postes de fonctionnaires nécessaires et l'intégration dans le service public de ces personnels. Le cas de la journée de carence est symptomatique. Même du point de vue de l'employeur, elle n'a pas montré son efficacité. Certes, lorsqu'elle a été mise en place sous Sarkozy, il y avait moins de congés maladie, mais ils étaient plus longs. Si on compte le nombre de jours de congés, c'est équivalent. Dans cette période, les personnels ont simplement été plus gravement malades et se sont vus retirer une partie de leur salaire. On nous explique que c'est une mesure d'équité entre le public et le privé, sans nous dire que pour près des 2/3 des salariés du privé, les journées de carence sont prises en charge par l'employeur. À la place de ces privilégiés, entre guillemets, je serais inquiet quand même, car quand les droits des salariés reculent, que ce soit dans le public ou dans le privé, c'est tous les salariés qui finissent par être touchés. J'aimerais d'abord apporter un message de solidarité aux salariés de General Electric, aux salariés de l'Éducation nationale qui voient leur contrat aidé disparaître, ainsi qu'à tous les salariés de l'associatif qui vont se retrouver au chômage puisque les associations ne sont pas en mesure de transformer les contrats aidés en emploi périn. Et j'aimerais ajouter quelques éléments de contextualisation, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui au pouvoir un jeune homme nommé Emmanuel Macron qui est passé par l'ENA, l'inspection des hautes finances publiques, avant d'aller mettre ses compétences au service de la banque Rothschild. Et suite à une campagne de presse orchestrée par des médias aux mains des puissances de l'argent, cet homme s'est retrouvé président de la République. Il est là pour appliquer un programme qui a été fixé par la Commission européenne et par le syndicat des patrons européens, à savoir une baisse de 20% des salaires en France. Et sa stratégie c'est simple, c'est la guerre éclair. Donc on réduit le Parlement à l'état d'une chambre d'enregistrement et on procède par ordonnance. Cette première vague d'ordonnance n'est qu'un début. Ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils réformeraient par ordonnance la sécurité sociale, le logement, les aides sociales et peut-être même le statut de la fonction publique, tout ça sur une période de 5 ans, peut-être même moins. Et dans le même temps, ils durcissent les lois sécuritaires en intégrant dans la loi normale les mesures d'exception de l'état d'urgence. La loi devrait être votée fin septembre, selon les informations qu'on a. Pour rappeler concrètement quand même l'ampleur historique de l'attaque qui est menée aujourd'hui, il s'agit quand même de la disparition des contrats à durée indéterminée, puisque désormais au niveau des branches d'activité pourront être négociés par les syndicats d'employeurs dans le cadre d'un rapport de force défavorable aux salariés, des contrats à durée indéterminée dits de chantier, c'est-à-dire que le contrat peut s'arrêter quand l'employeur aura estimé que le projet est abouti. L'extension des contrats à durée déterminée sans limitation de nombre et de durée, la généralisation du travail de nuit et la renégociation même durant la tenue d'un contrat de travail, du temps de travail, du salaire, des conditions de sécurité et même de la protection des salariés mineurs. Ce qui veut dire concrètement que les heures supplémentaires vont disparaître, puisque désormais un employeur pourra réussir à imposer que la limite maximum légale de travail, à savoir 48 heures semaine et 44 heures sur 12 semaines, pourra être renégociée en heure normale. Donc ils vont facilement arriver à faire baisser 20% les salaires, et leur objectif final c'est même 35%, puisque soi-disant il faudrait qu'on soit compétitif avec les Allemands. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que les Allemands vont faire la même chose. Donc on va assister à une baisse générale des salaires en Europe, ce qui entraînera nécessairement une récession. Et tout ça dans une politique de courte vue qui vise à maintenir des taux de profit absolument béants dans les marchés financiers et au niveau des grands capitals français et européens, pour aboutir finalement à un effondrement économique. C'est donc ça l'avenir que nous prépare Macron. Et lui il s'en fout, puisque dans 5 ans il aura embauché ses stock options, il sera parti aux Bahamas, ça ne le concerne plus. Après moi le déluge. Donc la seule solution, elle est simple, c'est qu'il faut qu'on lance des grèves et des mobilisations. Et ça va être compliqué puisqu'en face, ils tablent sur l'affaiblissement des bastions syndicaux. Donc il va falloir qu'on soit imaginatif. Il va falloir qu'on réussisse à occuper l'espace public et réussir à s'appuyer sur les forces sociales en capacité d'impulser un mouvement assez fort pour pouvoir mettre les salariés en confiance pour retourner à la grève. Parce que si on laisse passer ça, on en a pour 10 ans, derrière. On s'en remettra pas, on finira comme le mouvement ouvrier anglais après Thatcher. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'UNEF avec les camarades de l'UNL, on fait un constat assez simple. C'est celle de la situation des jeunes.
on fait partie de ceux qui sont les plus précaires aujourd'hui, avec le taux de chômage le plus élevé, l'accès à un emploi stable pour la première fois en moyenne à 27 ans, et d'ici là on enchaîne CDD, stages et jobs précaires. Donc en tant qu'une partie de la société qui est la plus précaire, qui subit le plus la précarité, on va être les premières victimes de ces ordonnances. Quand on nous parle de plafonnement des indemnités, de CDI chantier ou encore de licenciement facilité, ben nous on se dit en tant que jeunes, en tant que nouveaux arrivants dans le monde du travail, on va se prendre tout ça dans les dents et on va se retrouver encore plus précaire qu'on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement il a fait le choix d'attaquer la jeunesse sur tous les fronts, à commencer par la baisse des aides pour le logement. Donc la baisse des aides pour le logement, ça représente 60 € bruts par an dans notre budget. Donc ça peut paraître dérisoire et ça peut paraître pas grand-chose quand on est à plusieurs milliers d'euros par mois. Mais nous, quand on compte les euros, chaque euro lors des fins de mois, et ben on se rend compte que ça fait qu'accentuer une situation qui est déjà difficile pour nous. Il y a également une volonté de Macron et de son gouvernement de transformer en profondeur l'enseignement supérieur et la recherche, notamment avec la sélection en licence. Moins de jeunes qui entreront dans l'enseignement supérieur et la recherche. Du coup, les premières victimes, ça va pas être les étudiants du 16e, ça va être les bacs technologiques et les bacs pro qui bénéficient déjà de moins d'opportunités que les bacs généraux aujourd'hui. Du coup, tout cela, c'est simple, ça va favoriser la reproduction sociale et ça mènera à la création de grands établissements qui pourront hésiter au choix des conditions d'entrée, d'augmenter les frais d'inscription ou encore d'attaquer directement nos droits. Du coup, on arrive donc à une mise en concurrence des salariés et des étudiants. Du coup, aujourd'hui, nous, on est là pour vous dire que le seul moyen, c'est la mobilisation pour défendre nos droits, pour défendre notre avenir. C'est aux jeunes de se mobiliser et de prendre leur place dans cette mobilisation. Merci. Ok. Donc déjà, on peut se satisfaire des 180 actions recensées sur le territoire national et des 3000 appels à la grève dans les entreprises et collectivités. Donc à Roussillon, ce matin, il y avait 500 personnes qui étaient en manifestation, en rassemblement, 600 à Bourgoin et 150 à la Tour du Pin. Donc voilà, déjà, on a pas mal de personnes ici aussi. Donc déjà, on peut se satisfaire de cette première journée. C'est le commencement. Alors que nous vivons une attaque sans précédent contre le monde du travail et plus globalement contre notre modèle social français, en effet, le docteur Micron compte bien soigner les maux de ce pays. Comprenez le chômage avec les vieilles recettes libérales des années 80. Plus de droits pour les entreprises, moins pour les salariés. Ils veulent baisser le soi-disant coût du travail. Nous voulons baisser le coût du capital. Ils veulent transformer la société en pire. Nous voulons transformer la société en mieux. C'est donc bien un coup de prescription médicale radicale que ces ordonnances vont nous être douloureusement distillées. Donc pour ce gouvernement, le malade, c'est bien le salarié. Le fonctionnaire, les femmes, les jeunes, les vieux et les chômeurs qui usent et abusent d'aide en tout genre. De trop de congés payés, de trop de sécu, trop de retraites, trop d'APL. Tout cela au détriment de la rentabilité financière des entreprises. Les gros chantiers du gouvernement, vous l'aurez compris, c'est bien d'agir vite sur les gros sujets qui fâchent. Le code du travail, l'assurance chômage, la sécu, la retraite et j'en passe. Sous l'aspect d'une France moderne et en marche, les libéraux, dans un populisme ambiant, veulent passer en force la fameuse baisse des cotisations sociales, avec comme argument redonner du pouvoir d'achat aux salariés et de la souplesse aux entreprises. Là, c'est sûr que votre patron va vous augmenter. Dans le même temps, les profits du CAC 40 s'envolent et devraient atteindre les 100 milliards d'ici la fin de l'année. Sachant que le premier semestre était déjà en hausse de 23% par rapport à l'année dernière. Banquiers et financiers ont donc de quoi être rassurés. La force, c'est la marque du gouvernement. Pour preuve, en intégrant dans la loi la notion d'état d'urgence permanent, n'entend-il pas diriger ce pays à coups de trick? Ce n'est pas contre des terroristes que l'État commande pour plusieurs millions d'euros de gaz lacrymogène. Alors rien n'est acquis au patronat et au gouvernement. La CGT a poussé pour une première journée de mobilisation et de grève pour construire une résistance à la loi XXL.
Une autre journée de grève est déjà annoncée le jeudi 21 septembre, date de la tenue des conseils des ministres. La CGT et plus largement les syndicats qui s'opposent à ce nouvel ordre ont reçu, entre autres, le soutien des syndicats d'Allemagne et du Sénégal qui s'inquiètent des régressions sociales que pourraient entraîner de telles réformes en France, avec un renforcement de la concurrence interne dans les grandes entreprises. C'est l'ensemble du monde qui nous regarde aujourd'hui. Donc cette journée du 12 septembre a été construite avec les syndicats, là où nous sommes implantés. L'objectif, tenir le maximum d'assemblées générales avec les salariés et convaincre que c'est bien à partir de l'entreprise et de la revendication de terrain que nous pourrons gagner le rapport de force nécessaire pour les faire reculer. Là où les salariés ne sont pas organisés, nous avons tout à construire. La bataille contre la loi XXL et son monde se gagnera dans la grève, à l'entreprise, dans la collectivité, avec une majorité de personnel en arrêt de travail. Oui, c'est le début d'un long processus de lutte nécessaire, sans quoi le patronat ne pliera pas. Il doit se conjuguer le plus possible en intersyndical dans les entreprises, avec les organisations qui refusent ces reculs. Les manifestations dans les rues nous permettront de nous retrouver tous ensemble, mais elles ne peuvent être que le complément des arrêts de travail massifs. Il nous reste donc quelques mois pour faire transformer la colère en action et en revendication, et ainsi empêcher la promulgation du contenu de ces ordonnances. Rien n'est inexorable, et face à la remise en cause des conquis sociaux, il est essentiel de débattre sur le monde que l'on souhaite pour demain. Une meilleure protection sociale des salariés, avec un véritable statut du droit du travailleur et un droit renforcé. Une réduction du temps de travail pour tous, mieux pour travailler moins, mieux et tous. Les enjeux industriels et les services publics, le symbole de GE est un exemple. Pour mettre en capacité chacun d'entre nous de convaincre nos collègues, nos amis et de la nécessité d'agir, cette journée est conçue en mode éducation populaire. Je vous invite donc à nous suivre sur les réseaux sociaux pour les suites et vous donne rendez-vous le 21 septembre pour une manifestation. D'ici là, il nous faudra gagner le maximum de travailleurs à la grève. Merci. Cette première journée est un tremplin pour toute une série de mobilisations. Mais pour pouvoir lutter, on a besoin d'être en capacité d'expliquer assez facilement le contenu des ordonnances et ce qui va plus loin. Donc je vais laisser la parole à Cécile Nico, qui est universitaire, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle GR Pacte. Et Laurent vous expliquera un petit peu, va animer un petit peu cette première partie. D'accord ? Quand ce petit exercice-là sera terminé, c'est un travail sur les argumentaires. Alors c'est pas facile, y compris pour Cécile Nico d'intervenir, parce que d'habitude elle le fait en amphi. Là elle le fait dans la nature, dans le Jordanville, avec toutes les difficultés à pouvoir se parler. Vous pourrez parler, les uns et les autres, pour pouvoir avancer sur le processus de mobilisation, avec un objectif essentiel, c'est comment on fait germer le plus de grèves possible dans le plus d'entreprises possible. Laurent, je te laisse animer cette partie-là. Merci. Bonjour à tous. Donc, Cécile Nico, vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université Lyon 2, à l'Institut de formation syndicale. Et vous êtes spécialiste du droit du travail. Alors, si on vous a invité à parler aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie d'un groupe de chercheurs qui s'appelle GR Pacte. Alors, qu'est-ce que c'est GR Pacte? C'est qui et d'où ça vient? Merci. D'accord. Ok. Bon, comme ça a été dit, moi j'ai plus l'habitude des amphis, clos, tranquilles et rassurants, et un peu moins des espaces publics, mais ça va le faire. Donc en effet, j'ai participé aux travaux d'un groupe de recherche, le GR Pacte, groupe de recherche pour un autre code du travail. C'est un groupe de recherche qui s'est constitué à l'initiative d'un universitaire, professeur à l'université de Nanterre, c'était Emmanuel Doquès, professeur à l'université de Nanterre à l'automne 2015. Emmanuel nous a contactés parce qu'il avait une idée, parce qu'il avait un projet, parce qu'il avait une envie. C'était d'écrire un autre code du travail en réponse
concernantes qui étaient adressées au Code du travail, qu'on reprochait d'être trop lourd, trop complexe, etc. Et Emmanuel Decaisse s'est dit que seul il n'y parviendrait pas, que l'entreprise était folle, mais que peut-être à plusieurs, si on était suffisamment motivés, décidés, convaincus, et travailleurs, on allait y arriver. Et on s'y est mis, une vingtaine d'universitaires, on s'est mis au travail, et ça a abouti à cet ouvrage. Je le montre, c'est info, c'est pas une pub, on n'a pas de droit d'auteur dessus, hein, ils en vendent partout, mais voilà, on n'y gagne rien. C'est une proposition Code du travail. Alors c'est une recherche qui a été menée, je tiens quand même à le dire, de manière totalement indépendante. Je disais, c'est une initiative spontanée. D'habitude, les universitaires, ils répondent à des commandes. Des commandes qui peuvent être des centrales syndicales, qui peuvent être des ministères, qui peuvent être des agences de recherche. Nous sommes totalement indépendants, nous n'avons été financés par aucune instance, aucune organisation. Il a fallu lancer un Kiss Kiss Bank Bank pour pouvoir obtenir l'édition de l'ouvrage. Voilà pour le GRPAC et le produit. D'accord. Alors, du coup, ce travail il a duré une année, je crois, environ. Oui, c'est un travail qui a duré une année, une grosse année. Et donc, est-ce que ça aboutit à un code du travail hypertrophié? Non. Non, le code du travail n'en sort pas hypertrophié parce que dans cet ouvrage, on amène des tas de commentaires et d'explications qu'on a voulu ajouter. Hein, pour rendre un peu plus lisibles nos différentes propositions. Il faut bien voir qu'on a voulu répondre à la fois à un discours qui fait du droit du travail un peu le responsable d'un ensemble de maux, et en particulier du chômage, et peut-être aussi de la dégradation de la situation économique. Et on sait très bien que toutes les études montrent que c'est faux. Hein, toutes les études, ça a été dit tout à l'heure, montrent que c'est faux. On a voulu aussi répondre à ce discours sur la complexité de la règle, en disant que oui, c'était possible de faire simple et protecteur à la fois. Alors merci. Donc on a bien compris le principe, ça aboutit à ce document. Est-ce que tu pourrais nous donner 2-3 mesures phares qui sont ressorties dans votre travail, dans vos idées? Alors, 2-3 mesures phares. Alors je ne vais pas faire trop technique ou trop complexe, quelque chose de simple. Vous savez tous que le Code du travail ne s'applique pas à tous les travailleurs. Le Code du travail, il s'applique aux salariés, aux travailleurs subordonnés dans le secteur privé. Et y compris dans le secteur privé, vous avez des tas de travailleurs qui ne connaissent pas des règles, qui restent quand même protectrices, même si les protections diminuent, qui restent quand même protectrices des règles du Code du travail. Je pense que tout ce qui est salarié, enfin vous voyez les salariés des plateformes, Uber, Deliveroo, ces faux indépendants sont exclus de toute protection parce qu'ils ne sont pas juridiquement subordonnés. L'une des propositions de notre code, c'est de retenir comme critère pour être salarié et bénéficier du texte, un critère d'une situation de dépendance économique. C'est-à-dire qu'on ouvre beaucoup plus largement le champ d'application du texte. Et ça permet de l'appliquer à tous les travailleurs qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité parce qu'ils sont économiquement dépendants, parce qu'économiquement ils n'ont pas le choix. Et qu'au final, ne pas avoir le choix juridiquement ou ne pas avoir le choix économiquement, ça revient quand même un petit peu au même. Ça, c'est une des propositions, un champ qui est étendu. D'accord, bon, on ne va pas détailler tout ce qu'il y a dedans. Où est-ce qu'on peut se procurer? On se le procure sur Internet, c'est Dalloz qui a accepté de nous éditer. Alors Dalloz, c'est quand même l'éditeur des codes classiques, beaucoup utilisés dans les facs de droit, les fameux codes rouges. Ils ont accepté qu'on reprenne leur code couleur. Bon, c'est disponible de partout. Okay. À la FNAC, dans les autres librairies, sur Internet. Enfin, vous choisissez votre réseau de commercialisation si ça vous intéresse. Mais nous, on
les vend pas directement et on a zéro droit dessus. Alors, la mesure que tu as donnée en exemple, ça consiste à étendre la protection du salariat aux salariés aujourd'hui très précarisés, type Deliveroo, tous les salariés qu'on dit uberisés. Alors justement, une question un peu plus générale, est-ce que c'est raisonnable dans un contexte mondialisé, dans un contexte de concurrence dont on entend parler tous les jours, est-ce que c'est raisonnable de faire un code du travail plus protecteur? Et pourquoi faut-il protéger les salariés? Alors moi, c'est une question que j'aurais envie de renverser quand même. Alors on va y répondre, mais j'aurais quand même envie de la renverser. Est-ce qu'il est vraiment raisonnable, dans un contexte de mondialisation, comme ça? Est-ce que... Plus proche? Ça l'arsène pas. Ça l'arsène. Alors, est-ce qu'il est vraiment raisonnable, dans un contexte de mondialisation, dans un contexte d'une plus grande diffusion de la précarité, de fragiliser encore la situation des travailleurs en réduisant les protections? La question, elle peut se poser aussi à l'envers. Hein. Alors, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de lien, malgré tout ce qui a pu être affirmé, puis après insinué, parce que c'est plus aujourd'hui dit de manière très claire, il n'y a pas de lien entre le droit du travail et le chômage. C'est pas le droit du travail qui crée du chômage, et donc c'est pas en accroissant la flexibilité, en rendant plus précaires ceux qui ont du travail, qu'on donnera du travail aux autres. Le lien, il n'existe pas, et toutes les études le démontrent, que ce soit l'OCDE, l'OIT et même le FMI maintenant en convient. Alors, cet accroissement de la précarité, il comporte des risques, et il comporte des risques sociaux, qui sont quand même des risques non négligeables. Et il y a aussi, au travers de ce travail, une conviction profonde, c'est qu'il est quand même dangereux de prendre le risque de ces accroissements d'inégalités. On nous mène sur une route qui est potentiellement dangereuse. Moi, je voudrais simplement peut-être un peu répondre à cette question, revenir sur, et je vais le citer, c'est pour ça que je reprends mes notes, revenir sur l'origine de l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, elle a été créée en 1919, après la Première Guerre mondiale, et elle a été créée, elle est intégrée aujourd'hui à l'ONU, et elle a été créée pour travailler de différentes manières à diffuser le plus largement possible dans le monde des normes sociales minimum. Garantir au plus grand nombre possible de travailleurs un socle de règles minimum, un socle de protection minimum. Alors pendant longtemps, les a pas trop regardés en France, les conventions de l'OIT, on était tellement au-dessus. Enfin, ça fait quand même 10 ans qu'on voit se succéder des textes dont on se dit que leur conformité aux conventions de l'OIT interroge, et les ordonnances à venir interrogent sur un très grand nombre de points. Mais si j'en reviens à la mission fondatrice de l'OIT telle qu'elle est vraiment affirmée dans leur statut, moi qu'est-ce que je trouve? L'OIT a pour mission d'œuvrer pour une justice sociale indispensable à une paix durable et universelle. Alors oui, un code du travail protecteur, c'est raisonnable. Bon, alors on a vu qu'il était tout à fait possible et raisonnable. Voilà. Il était tout à fait possible et raisonnable et même nécessaire de construire un code du travail qui soit peut-être plus simple, mais aussi plus protecteur pour les salariés, plus protecteur pour plus de salariés. Malheureusement, il semble que ça ne soit pas la direction qu'on prenne avec les ordonnances. Et donc là, je vais te laisser la parole pour essayer de nous donner ton analyse de professionnel du droit du travail sur les textes qui viennent de sortir. Bon, merci.
Alors merci, difficile tâche qui m'incombe maintenant. On a des textes qui sont sortis il y a très peu de temps, sur lesquels on avait quelques informations, mais quand même extrêmement légères, et qu'on découvre. Et qu'on découvre maintenant, qu'on n'a pas complètement fini de décortiquer et dont on n'a pas encore pris complètement la mesure. Si ce n'est qu'il est évident que ces textes vont constituer sans doute la réforme la plus importante du droit du travail depuis, moi je dirais, les lois Auroux. Depuis 1982 et les lois Auroux qui avaient posé les bases d'un droit collectif du travail dans l'entreprise, avec la création des CHSCT, etc. On a une réforme considérable, c'est plus qu'une loi travail XXL, c'est vraiment un autre droit du travail. Eux aussi, ils ont fait leur autre droit du travail. C'est pas le même que le nôtre, mais c'est autre chose. Alors, c'est difficile d'analyser, de donner des éléments précis. Surtout, je vais peut-être simplement relever quelques points. La question des accords de branche, des accords d'entreprise. Bon, c'est un point essentiel, c'est déterminant, savoir si on négocie au niveau de la branche, donc d'un secteur d'activité économique, et ensuite au niveau des entreprises pour améliorer, ou savoir si on négocie tout, entreprise par entreprise, quitte à obtenir des conditions de travail qui vont être très différentes pour les salariés, même y compris d'un même secteur d'activité. Alors, le renforcement de la négociation d'entreprise, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de constant. Ça fait plus de 20 ans. Ça fait, moi, 20 ans que j'explique à mes étudiants que, ben voilà, on a une loi qui renforce. Sauf que, avec la loi travail l'année dernière, et encore davantage avec ces ordonnances qui viennent à être définitivement adoptées, on a là non seulement un renforcement de la négociation d'entreprise, mais on a un affaiblissement absolument considérable de l'accord de branche. Je dirais même un effacement de l'accord de branche. Alors l'effacement de l'accord de branche avec la loi travail, il concernait la durée du travail, beaucoup. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il faudrait être plus nuancé, mais on ne peut pas. Avec ces ordonnances, l'effacement concerne quasiment tout. L'effacement concerne quasiment tout parce qu'on a défini des thèmes qui sont réservés à la branche. Salaire minimum, classification, ça c'est classique, égalité professionnelle, les périodes d'essai, c'est la loi qui le prévoit, c'est normal. Mais on prévoit quand même que l'accord d'entreprise va s'imposer s'il prévoit des garanties équivalentes. Alors c'est quoi des garanties équivalentes? C'est autre chose que de dire il s'impose s'il est plus. Alors définir ce qui est plus favorable, c'est pas toujours facile. Mais alors définir ce qui est équivalent, ça devient quand même hasardeux. Alors évidemment, le contentieux est pas loin non plus, mais vu le mouvement, on va quand même sans doute avoir tendance à interpréter ces textes comme donnant aussi une priorité à l'accord d'entreprise. Ça revient au même. Et on voit que la branche acquiert des compétences qu'elle n'avait pas. Parce que les CDD, les contrats à durée déterminée, sont aujourd'hui réglementés dans la loi. Avec les ordonnances, la réglementation des CDD, cadre court, durée, renouvellement, sauf erreur de ma part, au moins sur ces 3 points, relèvera de la branche. C'est-à-dire que les conditions dans lesquelles on pourra faire appel à des CDD, la durée, pourront être définies par secteur d'activité. Donc c'était de la loi, c'était pareil pour tout le monde partout. Ça devient une question qui tombe dans l'escarcelle de la branche. Et puis alors après, sur tout le reste, tout ce qui est prime, tout ce qui va être congé, les jours de congé pour enfants malades, les contreparties ou les garanties ou les avantages liés à l'ancienneté, des primes, un 13e mois, tout ça va être négocié entreprise par entreprise, et à partir du moment où il y aura un accord d'entreprise, l'accord de branche ne s'appliquera pas. Autrement dit, l'accord de branche s'efface tant qu'il y a un accord d'entreprise, et il ne s'appliquera que dans les entreprises dans lesquelles on n'a pas négocié. Alors, si on est
dans un contexte où la négociation dans l'entreprise peut être équilibrée, avec des éléments qui garantissent un rapport de force ou une possibilité réelle de peser sur les négociations, la possibilité de trouver un compromis. Finalement, ce ne serait pas si dramatique que ça. Sauf qu'aujourd'hui, le contexte, il n'est pas d'une négociation équilibrée. Le contexte, il est quand même de négociations dans les entreprises qui sont extrêmement difficiles parce qu'il y a un contexte économique auquel on ne peut pas échapper. S'ajoute à ça le fait que les ordonnances modifient considérablement la manière dont vont être structurées les instances représentatives dans les entreprises. Et vous savez qu'aujourd'hui, on a des délégués du personnel à partir de 11 salariés, puis après un comité d'entreprise, HCCT, les comités centraux, le cas échéant. Ces instances sont toutes fusionnées dans toutes les entreprises et c'est obligatoire. On ne pourra pas y échapper. Elles sont toutes fusionnées dans toutes les entreprises. Conséquence, éloignement des collectifs de travail. On l'a vu notamment dans les grosses entreprises lorsqu'on a négocié des accords, parce que c'était permis en négociant des accords. Dans les grosses entreprises, lorsqu'on a négocié des accords qui fusionnaient les instances, ça s'est traduit par un éloignement. Donc un éloignement des collectifs de travail, des salariés qui vont avoir des mandats qui les amèneront à devoir se prononcer sur l'ensemble des sujets, qui sont aujourd'hui les sujets du CE ou du CHSCT. Et donc on attend des représentants une polyvalence très forte, des représentants qui ne pourront pas enchaîner plus de 3 mandats successifs. Alors là aussi, on a une limitation du nombre de mandats que les représentants pourront exercer. Je pense que c'est la volonté de vouloir élargir le plus largement l'accès au mandat. Mais enfin, ça fragilise aussi considérablement. Alors, Madame Péricot serait présente, elle me dirait, mais votre présentation, Madame Nicot, n'est pas exacte. Vous dévoyez le texte, vous avez mal lu. Parce qu'on n'a pas oublié dans l'ordonnance cette problématique de représentation de proximité des salariés, et d'ailleurs il est bien prévu dans le texte que pourront être élus des représentants de proximité. Les représentants de proximité pourront être élus, ils seront membres du comité social et économique, mais alors on a des représentants de proximité dont la loi ne prévoit ni les attributions, ni les règles de fonctionnement, ni les moyens. Ils peuvent être mis en place, c'est autorisé par accord collectif, et l'accord collectif va définir leur mission, leurs moyens et leurs règles de fonctionnement. Autrement dit, ces représentants de proximité qui ressemblent un petit peu aujourd'hui aux délégués du personnel, c'est un peu ça, c'est l'idée, mais il faudra les négocier. Mais on pourrait dire que ça n'a jamais été interdit non plus. Ça n'a jamais été interdit de négocier des représentants. Bref, donc un éloignement sans doute des collectifs de travail avec des structures représentatives qui vont peut-être peiner. J'ajouterais aussi qu'on va pouvoir maintenant même aller vers la mise en place d'un conseil d'entreprise. Alors, grande revendication des milieux patronaux depuis les années 80. On l'a vu, le conseil d'entreprise évoqué dans toute une série de rapports. Et bien maintenant, il est dans la loi. Enfin, dans la loi, il est dans cette possible ordonnance à venir. Conseil d'entreprise, c'est-à-dire une instance qui regroupe les élus et les délégués syndicaux et qui sera l'interlocuteur de l'employeur dans la négociation. Donc là, il y a aussi un brouillage des missions qui sont des missions des élus et des missions revendicatives et négociatrices des organisations syndicales. Tout est mélangé. D'autres points, mais je ne sais pas si je ne vais pas être trop longue non plus. Il y a tellement de choses qu'on peut évoquer.
J'ai juste une question complémentaire, parce que le gouvernement dans sa communication nous dit que pour la première fois, il introduit des dispositions favorables à la négociation dans les PME. Parce que dans les PME, globalement, il n'y a pas souvent de délégués syndicaux. Alors on ne rentrera pas dans les détails sur pourquoi, mais c'est quand même souvent lié à la peur des représailles, etc. Mais donc il introduit la possibilité de négocier avec des salariés qui ne sont pas représentants syndicaux. Est-ce que cette disposition, c'est vraiment un avantage pour les salariés? Et même, est-ce que c'est un avantage pour les entreprises en question? Alors, là aussi, on a une question qui n'est pas nouvelle. Comment faire pour négocier lorsqu'il n'y a pas de délégué syndical dans l'entreprise? C'est une question qui est sur la table depuis 1995. Et depuis 1995, on évoque des pistes. 95, 96, 98, 2000, 2004, 2008, 2015, on doit être à peu près à la 8e réforme des conditions de négociation dans les entreprises dans lesquelles il n'y a pas de délégués syndicaux. C'est pas une problématique nouvelle. Jusqu'à présent, ça n'a jamais vraiment bien marché. Et jusqu'à présent, sauf dans la loi Rebsamen où ça a commencé en 2015, jusqu'à présent, on avait quand même toujours assuré un lien entre la négociation, quand bien même il n'y a pas de délégué syndical, et le syndicat à l'extérieur de l'entreprise. C'est-à-dire un salarié qui est mandaté par un syndicat, il y a un lien, ou un accord collectif qui pourra être validé par une commission paritaire qui est mise en place au niveau de la branche, il y a un lien. Jusqu'à présent, il n'y avait jamais d'accord collectif sans, d'une manière ou d'une autre, je ne peux pas détailler tous les dispositifs, mais l'empreinte syndicale. Ça n'existait pas. Et bien maintenant c'est possible. Maintenant on peut complètement se passer de ce saut syndical pour obtenir la négociation et la conclusion d'une convention collective, puisque dans les toutes petites entreprises, donc les inférieurs à 20, on va dire déjà, mais moins de 20 salariés, c'est pas beaucoup qu'on ait moins de 20, moins de 20 salariés, on prévoit que l'employeur pourra faire adopter un accord collectif, mais un accord qu'il a négocié tout seul. Alors au moins c'est plus facile de s'entendre, mais c'est son accord, c'est son projet d'accord qu'il soumet à ratification directe des salariés par référendum. Alors là encore, on pourrait vous dire, mais attendez, vous diabolisez. On a posé un garde-fou, c'est une majorité des 2/3. Il faut que les salariés adoptent à la majorité des 2/3. Alors on ne va pas se lancer dans des calculs savants, mais sur des tout petits effectifs, les 2/3, on les atteint aussi, et de toute façon, ça ne garantit pas une réelle négociation de l'accord. Il n'y a pas de négociation. Dans les entreprises, il y a encore tout un tas de dispositifs. À chaque fois, c'est très compliqué ces questions-là. L'idée, c'est que de toute façon, on peut négocier un accord, que ce soit avec le syndicat ou avec les élus, ou s'il n'y a pas d'élus, avec un salarié mandaté, ou si personne ne veut se faire mandater, parce que c'est bien souvent ce qui se passe dans les petites entreprises, nous on le voit, c'est que les salariés ne veulent pas avoir un mandat, l'employeur demande un interlocuteur et personne ne veut y aller, et on les comprend. Eh bien on soumet un référendum c'est oui ou non, au moins comme ça c'est simple. D'accord? Sauf que ça, quand on voit ce qu'on peut mettre dans les accords, c'est un petit peu problématique. Est-ce que vraiment c'est un avantage pour les employeurs dans les PME de s'aventurer sur ces terrains-là? Il serait peut-être mieux à même que nous d'y répondre, mais c'est une question aussi qui peut se poser. Jusqu'à présent, ces modes alternatifs fonctionnent mal, mais on voit bien qu'il y a la volonté que ça finisse par fonctionner, parce qu'à l'occasion de chaque réforme, on nous réforme le mode précédent en le modifiant sur ce qu'on pense être les verrous. Et ça dure depuis plus de 20 ans. Je vous dis, ça a commencé en 95. Bon ben merci à tous et une bonne fin de manifestation. Pour vous inscrire, l'idée de ces prises de parole, c'est qu'on a besoin de combattre pour gagner.
le retrait de ces ordonnances. Et pour gagner des droits pour les salariés, on a besoin d'arrêter le travail. Ils nous disent que le travail est un coût. Nous considérons que c'est une richesse. Arrêtons de travailler, nous verrons si le travail est vraiment un coût. Donc, si vous voulez vous inscrire, il suffit de venir ici. L'idée, c'est de pouvoir échanger ensemble sur ce qui se passe dans vos entreprises, l'état d'esprit globalement, les idées d'initiatives que vous pouvez avoir, éventuellement les difficultés que vous rencontrez, de façon à pouvoir être le plus nombreux possible, y compris jeudi prochain, le 21, ça va arriver très rapidement, pour la deuxième étape de ce processus de lutte. Je vais laisser la parole à Yanis qui travaille au collège Vercors, si je ne dis pas de bêtises. Ça va nous permettre de faire le lien entre les combats dans les entreprises ou les établissements et le contenu des ordonnances. Alors, est-ce qu'il y a déjà des inscrits pour l'instant? Ouais? D'accord. Voilà, juste là. Yanis, à toi. Je vous remercie à tous, je remercie tous les organisateurs qui nous ont permis de prendre la parole aujourd'hui et tous ceux qui l'ont déjà prise et qui nous ont expliqué les dérives de cette loi de travail. Aujourd'hui, l'une des conséquences directes, elle touche vos enfants. Et le collège Vercors, tous mes collègues ici présents, on est là pour essayer de lutter contre ce qui a été fait, c'est-à-dire 150 000 emplois CAE, CEI qui ont été retirés. Notre collège aujourd'hui de REP, il compte 415 élèves. Et on a un seul surveillant dans la cour de récréation. Et on nous dit que c'est normal et que le collège est en sécurité et qu'on peut travailler comme ça. Aujourd'hui, vos enfants, ils sont une conséquence de ce que le gouvernement fait. Donc nous, on se bat pour eux. On se bat pour leur sécurité et on se bat pour leur bien-être. L'année dernière, on a fait 9 jours de grève pour obtenir 3 surveillants et on a obtenu 3 CEI. Ils nous ont promis qu'on aurait la rentrée aussi sereine cette année. Le collège Vercors n'a toujours pas fait de rentrée scolaire cette année. Ils nous ont supprimé les CAE, CEI et ils nous proposent simplement de nous donner des services civiques volontaires. Des personnes qui n'ont pas le droit de travailler pour faire de la surveillance. On a besoin de surveillants et ils nous donnent des personnes qui n'ont pas le droit de faire de la surveillance. On en a à notre 4e jour de grève. L'année dernière, quand on a obtenu nos 3 CEI, tous les collègues, on n'a pas été remboursés, nos jours de grève n'ont pas été remboursés. Tous les salaires qui ont été perdus, ça a permis de payer les 3 CAE, CEI. Donc ils sont bien gentils. Aujourd'hui, on en est à 4 jours de grève. Si vous pouvez nous soutenir, on a une caisse de grève qui est là à côté. Et on ne lâchera pas, notre grève elle est reconductible jusqu'à ce qu'ils nous donnent des moyens pour qu'on puisse surveiller convenablement vos enfants et qu'ils puissent avoir une rentrée scolaire convenable. Je vous souhaite un bon courage. Et il y a le Facebook aussi, ouais, il y a le Facebook Vercors en action, vous pouvez nous suivre. Et la pétition en ligne. L'important c'est pas d'être nombreux, l'important c'est d'être motivés. Et si on nous traite de feignants, eh bien les feignants ils vont pas arrêter de se battre pour leurs droits et pour les enfants et pour les salariés. Alors je suis là pour les métallos de l'Isère, CGT bien sûr. Non, juste quelques explications pour ce qui nous concerne. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a eu un rassemblement de prévu. C'est ce qu'on m'avait demandé, en tout cas pour la métallurgie. Certains ont été un peu surpris de ne pas manifester à Grenoble. Soi-disant, on avait peur, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, bref. Pourquoi on a voulu faire ça? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien au niveau des médias, ça n'arrête pas de nous dire on est obligé d'accepter, obligé d'accepter, obligé d'accepter. Et on en a ras-le-bol, nous, d'accepter.
Donc on voulait expliquer, débattre avec vous qu'il faut arrêter d'accepter. Oui, désolé, j'ai plus de voix parce que Hollande, il me les a grillés contre les lois El Khomri, hein, donc voilà. Donc on a voulu faire des assemblées générales de partout dans les boîtes. Et oui, c'est pas facile, parce qu'on n'a plus l'occasion de discuter. Tout le monde derrière son ordinateur dans les boîtes. On a fait des AG, AST, à Beckton, à Cater. Bon, je vais pas vous casser le moral parce que c'est peu de personnes qui viennent aux AG. Mais c'est pas grave, on veut continuer. On a besoin de parler, on a besoin de s'entendre, tous ensemble. Qu'on soit à la CGT, ailleurs, les anars et ainsi de suite. Plutôt que de faire du bune à bune, parce que ça fait chier tout le monde. Alors, tous ensemble, j'espère que cette fois on va gagner, mais pour nous c'est la grève. Ce qui va compter, c'est la grève. Ce qu'on n'a pas su faire contre les lois, contre Hollande, c'est la grève dans les boîtes. Parce que fini la délégation dans les manifs. Oui, c'est bien d'être dans les manifs. On en a fait 15. Les Espagnols, ils ont fait 1 mois sur les places. Ça n'a rien changé du tout. On a besoin de bloquer l'économie. Et c'est tout ce qu'on a besoin. Bloquer l'économie. Voilà, je suis pas plus long.